Alors bienvenue sur la chaîne YouTube Ma Nutrition Avisée. Vous me retrouverez ici autour d'un café ou d'un thé virtuel en compagnie d'un invité, un professionnel et souvent un ami avec qui je vais partager un sujet autour de la nutrition. Et vous allez voir que les sujets vont être vastes. L'idée est de vous offrir un moment d'échange convivial avec des professionnels qui nous partagent leur expérience, leur expertise, sans langue de bois, mais surtout avec beaucoup de bienveillance et de simplicité. Alors, si tu veux toi aussi partager un café avec nous ou un thé, rejoins-nous ici dans cette nouvelle vidéo. S'il y a un sujet que tu veux que j'aborde dans une prochaine vidéo, abonne-toi, écris-le en commentaire afin que je te trouve le bon professionnel. Bon visionnage et à très bientôt! Eh bien, bonjour Marie-Laure, bonjour à tous. Ravie de te retrouver donc aujourd'hui pour ce deuxième interview, cette deuxième interview, parce que la première c'était donc avec Aurélie Olagnon. Alors, petit rituel, est-ce que tu as ta petite tasse Oui, bonjour dans Aline, laquelle... oui, j'ai ma petite tasse. Parfait, super. Voilà, petit rituel, hein, l'idée c'est on va discuter d'alimentation, de nutrition et puis plein d'autres choses s'il y a besoin. Avant de commencer, du coup Marie-Laure, je vais te laisser te présenter, expliquer un petit peu qui tu es, ta formation, tout ce que tu fais depuis des années. Ok, donc moi je suis Marie-Laure Dezesmin, je suis diététicienne depuis maintenant 27 ans. Je travaille, on va dire, mon activité se répartit sur 3 secteurs, en libéral principalement, et je fais du libéral depuis le début. Je me suis spécialisée dans les problématiques de poids, d'image corporelle et de troubles alimentaires, puisque c'est ce qu'on rencontre essentiellement en libéral. Et je me suis formée à ce qu'on appelle aujourd'hui l'alimentation intuitive, mais c'est l'approche du gros. C'est une approche qui est centrée sur la restauration de l'écoute des sensations alimentaires et aussi sur un travail sur les envies de manger émotionnelles dans le but qu'elles soient fonctionnelles et qu'il n'y ait plus de compulsion alimentaire, ce qui peut amener à perdre du poids tant qu'on est au-dessus de son poids d'équilibre. Et puis, je me suis formée du coup en méditation de pleine conscience pour permettre aux gens de se recentrer, de se reconnecter à leur corps. Et puis, j'ai continué à dérouler sur les formations. Donc, je me suis formée à la thérapie ACT, c'est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement pour permettre à ces patients euh, sans attendre d'avoir perdu du poids, de se reconnecter à leurs valeurs et d'enrichir leur vie, ce qui va leur permettre de rentrer dans un cercle vertueux où ça va les aider à réguler leur poids. Et puis là, tout récemment, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, donc une nouvelle corde à mon arc pour accompagner ces patients qui sont en difficulté. Mon deuxième secteur d'activité, c'est la formation. Donc, je suis formatrice sur le thème de l'alimentation intuitive, sur le thème de la thérapie ACT pour les diététiciens et aussi sur la psychiatrie, puisque je travaille en psychiatrie depuis 10 ans, où là maintenant je fais essentiellement l'animation d'un groupe de méditation. C'est un programme MBCT, c'est le programme de prévention de la rechute dépressive. Voilà, donc là à la clinique, c'est exclusivement mon activité là-bas. Voilà mon parcours en résumé. Eh ben, écoute, en tout cas, un parcours passionnant et on va avoir plein de choses à partager là ce matin sur cette interview. Alors effectivement, si on refait un petit peu la genèse de comment on s'est connu, Marie-Laure, donc moi je travaillais pour une société de restauration collective à l'époque où on faisait une multitude de régimes pour les patients, régime diabétique, sans sel, etc., etc. Et puis avec notre responsable marketing de l'offre à l'époque, on s'est dit mais on peut pas continuer comme ça à proposer autant de régimes, c'est pas possible. Et j'avais effectivement assisté à une conférence du GROS. C'est comme ça que j'ai découvert l'alimentation intuitive. Et du coup, on est venu à ta rencontre, Marie-Laure, sur ton site en établissement psychiatrie. Et tu m'as parlé de l'alimentation intuitive et alors vraiment, ça a été une passion pour moi. Ça a été en tout cas une révélation et ça nous a en tout cas beaucoup instruit, nous, pour la suite, se dire, mais effectivement, est-ce qu'il faut qu'on continue à faire autant de régimes et notamment des régimes restrictifs qui, on le sait, ne tient pas sur la durée. En plus, on touche des patients qui sont malades, donc on n'a pas forcément envie d'avoir en plus une restriction par-dessus sur l'alimentation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en deux, trois mots, après on va revenir plus précisément sur le sujet, mais c'est quoi l'alimentation intuitive, comment tu la définis et en quoi ça change un petit peu les modalités de prise en charge qu'on peut faire habituellement en matière de diététique? Hmm.
Alors, pour répondre à ta première question, c'est quoi? L'alimentation intuitive, on pourrait résumer à c'est juste manger, en fait. On est censé manger en étant à l'écoute intuitivement donc de nos sensations alimentaires, de faim, nos envies et jusqu'à ce que nous soyons rassasiés, tu vois, c'est vraiment très simple, n'importe quel nourrisson sait le faire, les enfants le font très simplement. Et puis à un moment donné, ça peut se perdre à cause des injonctions, à cause des règles diététiques, de faire 3 repas par jour, par exemple, de manger 5 fruits et légumes. Tout ça, en fait, ça nous éloigne de processus internes qui sont assez complexes dans notre corps et qui sont au service de la régulation et de notre poids et de notre état nutritionnel et de notre état émotionnel. Donc vraiment manger, c'est vraiment se nourrir pour au moins ces 3 besoins-là. Et dès lors qu'on y met du contrôle avec des règles mentales, ben, on s'en éloigne. Donc, l'alimentation intuitive, c'est ça, euh, c'est manger tout simplement, sans se poser de questions. Et ça fonctionne très très bien. C'est vraiment au service euh, de notre bien-être, de notre survie, et surtout d'un poids, celui auquel on est censé être. Et du coup, donc ton expérience montre que ça ne crée pas de dérive, parce que c'est vrai que on voit un petit peu, hein, sur les réseaux sociaux la crainte que l'alimentation intuitive puisse, à un moment donné, créer des dérives caloriques, et donc du coup des gens qui mangeraient mal. Alors au-delà de l'aspect quantitatif, où on comprend bien que les gens vont se réguler par rapport à leur sensation de faim et de satiété, mais qu'en est-il de la qualité? Parce que là aussi, on entend le risque par rapport à ça, de dire, bah, à la personne, vous pouvez manger ce que vous voulez, il faut juste écouter vos émotions. Comment l'aspect qualitatif du coup de l'assiette intervient dans cette alimentation? Ouais, c'est une peur qu'on entend quasiment toujours. Attendez, mais si je mange ce qui me fait envie, je vais manger mais n'importe quoi. Je vais manger que des choses riches, grasses, sucrées, salées. Et en fait, il y a des processus internes qu'on appelle l'homéostasie nutritionnelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de phénomènes dans le corps qui sont très très poussés et qui sont au service de la régulation de notre équilibre nutritionnel. Ainsi, si on s'écoute, si on écoute nos envies de manger, si on y répond de manière inconditionnelle, enfin, sauf si tu n'en as pas chez toi, si par exemple tu as envie de manger une moussaka, mais que c'est pas tout de suite disponible, tu pourras tout à fait, ton corps pourra tout à fait différer cette prise alimentaire et se satisfaire de ce repas qui arrivera plus tard. Mais si tu en as envie et que tu y réponds, euh, je te pose la question, est-ce que tu auras envie de manger de la moussaka tous les jours? Enfin, est-ce que tu aimes la moussaka déjà? Ou quel est ton J'aime la plat préféré? moussaka. J'aime la moussaka, mais j'en mangerai pas effectivement tous les jours. Ok. Et pour pousser encore plus, quel est ton plat préféré? Ou l'un de tes Ouais, plats moi j'aime bien le préférés? couscous. T'aimes bien le couscous? Ok. Ouais. Préparé par toi, Alors par non, parce que je quelqu'un? sais pas le faire, mais moi, tu vois, un restaurant qui propose un bon couscous, un vrai couscous fait dans les règles de l'art, c'est vraiment mon péché mignon, parce que j'aime vraiment ce plat. Et en plus, j'aime bien les parfums que ça dégage, le goût. On a l'impression de voyager en fait quand on mange un couscous. Donc moi, j'aime bien ce plat, ouais. Ok. Donc, parfois, tu en as envie et tu programmes ce restaurant et tu y vas. J'imagine que tu as beaucoup de plaisir à manger ton couscous. Mais jamais ça te viendra à l'idée si, par exemple, c'était gratuit. Tu vois, si on enlevait l'aspect financier, euh, tu n'aurais pas envie d'y retourner le lendemain. Non. Bon. Mais en fait, c'est l'expression de tes appétits spécifiques qui sont en lien avec tes besoins nutritionnels. Si on avait envie de tout le temps la même chose, on aurait vraiment un appauvrissement de nos apports nutritionnels et là, il pourrait y avoir des carences, ça c'est certain, si tu mangeais un couscous tous les jours. Donc nous avons des besoins qui s'expriment et qui font émerger des envies qui varient en fait. Et bon, il y a des gens, ça ne dérange pas de manger les restes, mais il y en a pour qui c'est très 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 sensible. En tout cas, on ne mangerait pas des restes comme ça pendant toute une semaine, quoi. Donc on va avoir des envies qui vont varier. Et par rapport à la peur des patients de manger par exemple tout le temps du chocolat ou tout le temps des chips, il existe des expériences pour les mettre en situation, qui sont très cadrées, qui sont très protocolisées, pour les mettre en sécurité. En fait, on met un contrôle calorique et on peut leur proposer pendant, par exemple, 4 jours de manger, pendant 4 jours de suite, le midi, par exemple, que des noix de cajou ou que du chocolat. Et là, ils Mhm. éprouvent en eux, vraiment, par cette expérience qui les met en sécurité grâce à la quantité limitée, qu'en fait,
Ils n'en ont pas envie et ils commencent vite à en avoir marre au bout de 2 jours. Donc, et là, en plus, on leur demande d'observer qu'est-ce qui leur fait envie derrière. Ben, souvent, ils ont envie pile de l'inverse. Si c'était gras, ben, ils voudront quelque chose de pas gras. Si c'était salé, ils voudront du sucré. Donc voilà comment on peut amener de la sécurité en leur proposant des expériences. Et du coup, la question que je me pose, c'est finalement, si ce que tu dis, c'est lié à finalement à l'organisation, à la configuration de notre corps, que notre corps finalement est capable de dire de quoi tu as besoin au moment où il te le réclame, et donc d'être bien à l'écoute de ses sensations, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'écoute plus ses sensations et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est face à un phénomène, à un fléau exponentiel du taux de surpoids et d'obésité en France. Qu'est-ce qui fait que les gens finalement dépassent ces besoins-là? Pourquoi finalement ils tendent principalement vers des produits qui sont, on le sait, qualitativement pas ceux qu'il faudrait consommer? Euh, Qu'est-ce qui fait voilà, que ces gens se déconnectent du coup de ces sensations? Parce que tu le disais, bébé, enfant, on est plutôt aguerri de ces sujets, on y arrive plutôt bien. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on perd ça et pourquoi on n'arrive pas à basculer ces gens-là vers justement une alimentation plus adaptée à leurs besoins finalement? Mm, mm. Déjà, dès lors que l'on pointe, que l'on stigmatise ces aliments, on ne peut pas les manger en sécurité. Et forcément, ça attise l'envie de les manger. Moi, j'ai que des patients qui me disent, écoutez, moi j'aimerais bien ne pas manger tout le temps du fromage, du chocolat, j'aimerais me retenir de les manger. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que plus on en pense du mal, plus on est attiré. Comme si à chaque fois qu'on en mangeait, c'était la dernière fois qu'on en mangeait. Parce que en général, les gens, ils veulent bien faire, tu vois. En général, les gens, ils veulent prendre soin de leur santé et ils ne veulent pas grossir. Mais si tu manges de cet aliment comme si c'était la dernière fois que tu allais le manger, ben, tu en manges plus. Tu vois, un peu le repas du condamné. Combien de personnes me disent à la première consultation, ah, hier, j'ai vraiment explosé le compteur des calories parce que je savais que j'allais venir vous voir et ils avaient dans l'idée que j'allais leur proposer un rééquilibrage alimentaire, hein. Donc voilà, c'est l'effet de manque, la peur de manquer en se disant c'est pas bien, qui augmente les quantités et la fréquence aussi. Tu vois, Mm. chaque jour, tu vas te dire, mais non, je dois pas, et avec culpabilité. Et ça fait que finalement, tu vas toujours aller vers ces aliments-là. Ça, c'est l'une des facettes de la problématique. Mais on peut aussi parler, bah voilà, des difficultés financières que beaucoup de personnes rencontrent. Et les aliments les moins riches sont bah, les aliments les moins qualitativement intéressants. Mm. Donc oui, il y a un gros problème de ce côté-là aussi, hein. Après, euh, il y a aussi ce que ça peut représenter, tu vois, pour beaucoup de personnes, de pouvoir s'acheter ces aliments-là. Il y a comme une sorte de sentiment de liberté. Et, euh, et voilà, c'est relativement complexe, hein, mais il y a au Mm. moins ces trois facteurs-là. Mhm. Et alors justement, je reviens sur les injonctions dont tu parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'on est quand même assez oppressé par ces injonctions, hein. Alors, pas forcément que par les pseudo-nutritionnistes qu'on voit un peu de partout, mais aussi par les médias, les journalistes qui voilà, font un peu l'apologie de si tu manges pas bio, tu vas être en mauvaise santé. Si tu manges pas les 5 fruits et légumes par jour, tu vas développer des cancers. Si tu manges trop de viande, tu vas... Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ces... Alors, c'est des injonctions qui ne sont pas vraiment des injonctions, parce que c'est le vrai. Il y a des études aujourd'hui qui montrent bien que si tu ne manges pas assez de fruits et légumes, tu peux développer plus de cancers, que si tu manges trop de viande rouge en excès, mais là encore une fois, c'est quelle est la notion d'excès, parce que on dit toujours vous en mangez trop, mais trop par rapport à quoi? Euh, Comment toi tu te positionnes face à des patients ou des gens qui viennent te voir et qui te disent ça, qui disent bah oui mais bon nous on entend de partout qu'il faut manger bio, qu'il faut manger local, qu'il faut pas manger trop de viande, pas trop d'œufs, etc. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Juste avant de répondre à ta question, je me permets d'ouvrir une parenthèse. Les études que tu cites, moi je peux te présenter aussi plein d'autres études qui vont te montrer que tu peux être en mauvaise santé parce que tu vas manger beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, avec des métaux lourds par exemple, enfin, ou par exemple des pathologies digestives, avec un excès de fibres. Et il y a des personnes qui ne mangent pas du tout de fruits et légumes et qui sont en parfaite santé. Donc ça, je pense que c'est important de le dire parce que c'est une réalité aussi. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins.
aussi bien en eau, tu vois, il y a des gens qui vont boire 2 litres d'eau par jour et d'autres 500 millilitres. C'est vraiment. Vous voyez des différences entre chaque individu. Et voilà, il y a des études qui montrent complètement l'inverse. Et du coup, j'en viens à ta question. Ce que je demande aux gens, c'est comment ça fonctionne pour eux quand ils cherchent à suivre ces règles-là. Mm. Bon, bah, je sais que ça ne marche pas, sinon ils ne seraient pas en face de moi. Mm. Donc, j'essaye d'aiguiser leur esprit critique, de sorte qu'ils se forgent eux-mêmes un avis, mais par rapport à eux-mêmes. C'est un peu comme si quelqu'un venait me voir en me disant, mais qu'est-ce que vous pensez du... moi, je fais un régime sans gluten parce que quand je n'en mange plus, bah, je me sens mieux. Bah, impeccable, en Oui. fait. Tu te sens Mm. mieux. Après, que ce soit vrai ou faux, que la personne ait une intolérance, en fait, moi, je trouve que c'est pas le problème. Donc, Mm. voilà, par rapport à ces injonctions, je leur renvoie toujours la question, c'est comment ça marche pour vous quand vous cherchez à suivre bah, ces règles-là. Mm. Et alors, du coup, je relève quand même ce que tu as dit au tout début par rapport aux autres études qui peuvent prouver l'inverse. Alors, c'est toute la difficulté du domaine scientifique, hein, c'est que malheureusement en nutrition, alors au-delà de l'aspect individuel où chacun finalement va trouver le bon équilibre nutritionnel qui va lui convenir, il y a aussi effectivement ces études scientifiques, pardon, qui en fonction de comment on le lit, peut aussi être interprété un peu de la même façon. Du coup, comment tu te positionnes, toi, sur les recommandations? Alors, celles qu'on voit dans le grand public, hein, le PNNS, le Programme national nutrition santé, qui dit manger 5 fruits et légumes par jour, manger pas, voilà, manger plus de légumes secs. Est-ce que tu les utilises dans tes consultations? Est-ce que tu en parles? Par exemple, si tu as en face de toi une personne qui mange complètement déstructurée, qui mange très très mal équilibré, qui mange aucun fruit et légumes, qui prend du poids. Comment tu les accompagnes? Quelle est la première étape que tu mets en place et comment tu abordes le sujet finalement du PNNS, enfin, en tout cas des recommandations, on va dire, de grand Mm. public. Comment tu fais au quotidien? Mm. Pour faire très court, je n'en parle jamais, sauf si la personne me pose des questions à ce sujet-là et souhaite être dans les clous par rapport à ça. Mais moi, je vais attaquer direct sur l'angle du contrôle mental et de l'effet que ça va avoir pour elle dans son comportement alimentaire. Parce que c'est toujours ça qui pose problème dans les problématiques de poids euh, et de comportement alimentaire. C'est le contrôle souhaité ou qui est en place qui pose problème. Donc, que ce soit en lien avec les règles du PNNS ou d'autres règles, hein, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fait le régime intermittent, du jeûne intermittent ou toute autre chose, l'idée, c'est toujours de leur poser la question, comment ça marche pour vous quand vous essayez de le suivre? Donc, je ne vais pas parler des règles du PNNS, jamais, en fait. Et sinon, à l'inverse. Et alors, oui, vous me demandez, du coup, s'il faudrait que vous mangiez plus de fruits et légumes, ben, à votre avis, quelles conséquences ça aurait si vous en Mm. mangez davantage, si vous cherchiez à en manger davantage sur votre comportement alimentaire? Mm. Parce que on pourrait dire que, bah oui, si tu manges équilibré, que tu fais 3 repas par jour, qu'il y a un peu de légumes, c'est bon pour la santé. Il n'y a pas de débat, en fait. Il y a pas de sujet. Oui, c'est bon pour la santé de manger équilibré, grosso modo. Mm. Mais là, les personnes qui consultent sont en difficulté avec leur poids et leur comportement alimentaire. Et c'est toujours en lien avec du contrôle qu'elles aimeraient Mm. mettre ou qu'elles ont, mais qu'elles perdent. Et donc, ensuite, l'angle d'attaque, c'est de questionner sur la sensation de faim. Est-ce que vous avez faim quand vous mangez? Comment vous sentez après avoir mangé? Est-ce que vous mangez ce qui vous fait envie? Et là, à chaque fois, bah, on n'y est pas. Et donc, il y a une proposition de travailler là-dessus et pas sur le rééquilibrage alimentaire. Et là, il y a des techniques hein, pour aider à abandonner cette idée du contrôle. Bah, c'est de vraiment tout explorer, explorer toutes les tentatives de contrôle chez le patient et de bien mettre en évidence que ça a échoué à un moment Mm. donné. Peut-être Mm. pas tout de suite, peut-être que la personne a tenu pendant 5 ans. Ouais. Mais au final, si elle est là, c'est que ça n'a pas marché. Ouais. Du coup, bah, forcément, j'ai une question pour toi, Marie-Laure. On en parlait juste avant de commencer l'interview. Euh, la communauté anti-sucre qui dit que, il faut bannir le sucre. En plus, il y a eu la glucose révolution, le super livre là, qui fait, qui dramatise le sucre à tout va, qu'il faudrait suivre sa glycémie pour être sûr qu'on ne mange pas trop sucré, etc. Euh,
on voit même le sucre comme une drogue. Euh, Quel est ton avis là-dessus? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, tu as raison, ça ne fait pas consensus hein, dans la communauté scientifique. Euh, Moi, je travaille en psychiatrie. Déjà, je peux te donner un exemple et les gens viennent pour sevrage divers, on fait de la dictologie. Personne ne vient pour sevrage au sucre, ni au chocolat, ni au fromage. En fait, alors on pourrait se dire, bah, peut-être qu'un jour ça va venir, hein. En tout cas, je peux te garantir qu'ils viennent pour sevrage au cannabis, à l'alcool, et puis d'autres drogues qui seraient plus dures, mais jamais au sucre. Et du coup, quelle était ta question, excuse-moi? Et du coup, comment tu te positionnes par rapport à ça, Ok. à cette apologie du anti-sucre euh, comment tu accompagnes tes patients par rapport à ça, Hmm. par rapport à Ok. tout ce qu'on entend? Je les aide à réfléchir, à prendre du recul. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, je ne vais pas dire, bah, écoutez, non, le sucre n'est pas une drogue. Je vais les amener à une réflexion pour qu'ils prennent conscience, en fait, que c'est peut-être pas exactement ça le problème. Donc, par exemple, je peux leur demander, bah voilà, si je vous prive d'eau, que je ne vous donne pas d'eau pendant toute une journée et qu'à un moment donné, j'arrive et avec de l'eau à volonté, comment vous allez vous comporter? Ah bah, ils disent, ouais, je vais boire autant d'eau que je peux et je vais les prévenir que, pareil, le lendemain, je reviendrai avec de l'eau de manière aléatoire. Enfin, je vais les priver d'eau. Et donc là, ils vont chaque fois que ce sera disponible pour eux, ils vont prendre le maximum, comme si c'était la dernière fois qu'ils allaient boire de l'eau. Donc, en gros, tu peux déclencher chez eux un comportement de junkie, quoi, tu vois. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y en a, tu prends le maximum. Donc, est-ce que l'eau est une drogue? Non, l'eau n'est pas une drogue, il n'y a pas de substance psychoactive dedans. Simplement, on est dépendant de l'eau, ça c'est certain. Donc, de toute façon, on a besoin, c'est vital. Au bout de 3 jours, on meurt. Mais si on se met en état de manque, là, c'est clair que bah, du coup, on va vraiment avoir Mm. des compulsions sur l'eau. Bah, c'est la même chose avec les aliments sucrés ou les aliments salés, le fromage. Si on se dit que c'est interdit, mais qu'on se donne une autorisation, là, cette fois-ci, je mange du sucre, ok, exceptionnellement. Donc, ça veut dire que tu es en train de le manger en t'accordant là une exception. Bah, tu le manges encore une fois comme si c'était la dernière fois que tu allais en manger ou Mm. pas tout de suite en tout cas. Donc, tu vas faire le plein et te comporter comme un drogué. Donc, les patients décrivent vraiment des comportements addictifs, mais réellement, dans le sucre, dans le fromage, dans les curlis, il n'y a pas de substance psychoactive. Cependant, le fait d'en penser du mal Ouais. et de déclencher cette peur de manquer va provoquer ce comportement qui y ressemble. Et donc, on parlera non pas d'addiction, mais de comportement addictif. C'est pas la même chose. Du coup, ça se traite Mm. pas de la même manière. Une addiction, bon, c'est le sevrage et Mm. ensuite l'abstinence. Oui, Dans un elle considère qu'on comportement, n'en prendra plus jamais de sa eh, vie, ou en tout cas c'est ça, dans très longtemps. exactement. Alors que dans un comportement addictif, une addiction comportementale, le traitement n'est pas le même, hein. En tout Mm. cas, par rapport à l'alimentation, on arrive à complètement faire disparaître les compulsions alimentaires en annulant l'idée, en faisant disparaître l'idée que l'aliment est interdit et est mauvais. Mm. Alors, c'est pas forcément simple, mais en revanche, ça se travaille quand même très bien. C'est-à-dire qu'on met sur le même plan tous les aliments, on les rend neutres, c'est-à-dire que ce Mm. soit des haricots verts ou du chocolat, c'est exactement la même chose pour les gens. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a une disparition des compulsions alimentaires et de ce sentiment d'être addict. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter et t'écouter en disant, oh là là, mais comment on peut faire le lien, enfin, comment on peut mettre en parallèle le chocolat et les haricots verts? Ouais, je sais que ça fait souvent débat sur les réseaux sociaux. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui crée le plus cet ultra-contrôle chez les gens? De ton expérience, euh, comment on en est arrivé là finalement? Comment on en est arrivé à se retrouver à être dans l'ultra contrôle de dire oh là là, faut pas manger de chocolat, le chocolat fait grossir, faut que je fasse attention. Voilà, je sais pas si la question est simple, mais je pense que c'est important voilà, d'identifier les facteurs de risque de créer cet ultra contrôle. Mhm. Déjà, je pense à l'injonction de minceur, de, du corps féminin hein, depuis au moins le XXe siècle. Et voilà,
qui, qui, qui expriment un certain niveau social, qui expriment la maîtrise de soi. Voilà. Et donc, du coup, tout le monde, ou quasiment tout le monde, a envie de répondre à ce modèle. Tout le monde, en gros, je généralise, a envie d'être aimé. Et donc, tu as envie de répondre à cela. Mm. Et ce qui est proposé depuis au moins les années 50, c'est le contrôle sur l'alimentation. Les médecins, finalement, ont inventé la prise en charge des problématiques de poids et ils se sont dit, bah, tiens, on va réduire l'apport calorique. Alors, ils ont inventé les régimes et puis ils ont vu que ça marchait, mais pas sur le long terme. Et puis, en 1975, tu as des chercheurs canadiens, c'est Herman et Polivy, qui ont mis en évidence que ce contrôle-là, il n'était pas sans conséquence. Et ça s'appelle aujourd'hui la restriction cognitive, c'est-à-dire c'est Mm. l'intention de contrôler son alimentation dans le but de ne pas grossir ou de maigrir. Ça déclenche des émotions secondaires comme la peur de manquer, la peur d'avoir faim, la peur de manger des aliments riches, la culpabilité, enfin tout plein d'émotions qui font que ce contrôle-là, il a des conséquences. Alors, peut-être pour revenir à ta question, je ne sais pas si pour Non, toi non, j'ai mais c'est répondu très à bien. ta Ouais, question. ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Mm. Bon, donc, l'injonction du corps féminin qui doit être maîtrisée, en fait, hein. Il y a Ouais. un livre très intéressant qui parle de cela. C'est Danielle Bourque, c'est une Canadienne, une psychologue canadienne, qui a écrit À 10 kilos du bonheur. Et Mm. elle explique toute la sociologie à propos du corps féminin, de toutes les injonctions, de toutes les contraintes. Alors voilà, elle met ça en lien avec la société patriarcale et en gros, Mm. ce que j'ai retenu, hein, c'est que pendant que les femmes s'occupent de contrôler leur corps, elles n'occupent pas des postes à responsabilité. Mm. Tu vois, quand Mm. elles mettent des talons hauts et des robes qui sont très cintrées, elles peuvent pas faire autant de choses que quand tu es en costume avec des chaussures plates, quoi, tu vois. Donc, Mm. elle explique tout ça très très bien au travers de la mode. Elle parle de tout plein de choses intéressantes et elle en vient justement au contrôle sur l'alimentation. Il y a eu voilà, ces régimes qui ont été inventés, mais maintenant on sait très bien, très très bien qu'il ne fonctionne pas sur le Ouais. long terme, et même le rééquilibrage alimentaire, hein. À partir du moment où il est utilisé pour contrôler le poids, c'est un régime, c'est la même Mm. chose. Et Mm. donc, ça, au bout de 5 ans, tout le monde a repris du poids. 95%, c'est le rapport de l'ANSES de Mm. 2010, je crois, qui le dit. Et du coup, alors tu parles beaucoup des femmes finalement. Alors on sait hein, bien sûr que nous les femmes, on est quand même assez regardant par rapport à l'image de la société, l'image des autres. Et puis le corps, le corps d'une femme évolue aussi beaucoup avec la grossesse, etc. Euh, Qu'en est-il des hommes? Est-ce que j'imagine que tu as des hommes aussi qui viennent à ton cabinet. Qu'est-ce qu'ils recherchent, eux? Pourquoi ils font cette démarche justement d'aller plutôt consulter ton approche plutôt qu'une approche plus fitness où on verrait plus les hommes aller voir des coachs sportifs pour essayer de Hmm. se remuscler. Je veux bien voir ouais, la différence entre l'approche des deux en tout cas. Entre l'approche que j'ai en tant que diététicienne et le fait d'aller plutôt dans un centre sportif, c'est ça? Non, pourquoi les hommes? Parce qu'on sait, alors autant, alors c'est peut-être faux, hein, une idée fausse, mais on voit bien la femme qui est dans le contrôle, hyper-contrôle, pour être bah, rentrée dans sa robe, dans son pantalon, l'image des autres. On sait aussi que les hommes sont moins regardants par rapport à ça, ou alors ça va vraiment être, on va dire, une prise de poids excessive qui va faire que l'homme va vraiment se dire, oui, je me supporte plus, je peux plus courir, je peux plus je me sens, voilà, je me sens plus lourd. Et là, ils vont faire la démarche, mais je les vois moins dans l'hyper-contrôle, enfin moins dans cette logique d'hyper-contrôle où je me trompe peut-être. Et auquel cas, pourquoi un homme viendrait te voir et qu'est-ce qui enclenche chez lui le fait de se dire, bah, allez, là vraiment, il faut que je perde du poids et je vais voir Marie-Laure parce qu'elle a une approche différente. Ok, j'entends deux questions peut-être. Euh, Comment les hommes voilà, se situent par rapport à leurs problématiques de poids? Je Oui, dirais, alors, de mon point de vue, de mon humble point de vue, c'est exactement les mêmes raisons que les femmes. Enfin, grosso modo, c'est juste que euh, il l'exprime moins. c'est moins souvent. Tu vois, j'ai beaucoup moins d'hommes dans ma patientèle. Mm. Alors peut-être que d'autres diètes en ont plus que moi, hein, Mm. je ne sais pas. En tout cas, ils expriment aussi un mal-être sur le plan esthétique, sur le plan de la santé. Hein, les motifs
de consultation, c'est je souhaite perdre du poids pour la santé, pour me plaire, pour me retrouver, pour être D'accord. bien dans mes vêtements, pour vieillir bien, tu vois, à partir de 50 ans, tu C'est as des gens plus qui l'image viennent. de lui pour lui-même. Oui, Là où nous, les femmes, on est peut-être plus dans l'approche de comment les autres vont me voir. Et non, il y a un peu des c'est deux. pas sûr, hein. Ouais, ils expriment. Ouais, Moi, j'ai l'impression qu'ils expriment les mêmes choses, sauf qu'il y en a moins, quoi. Il y a moins d'hommes ouais. qui viennent consulter. Et ta deuxième question, peut-être, c'était pourquoi ils vont venir voir une diète qui fait une approche différente Oui, plutôt que du régime. Bah, exactement comme pour les femmes, c'est-à-dire qu'ils ont déjà éprouvé d'accord. les régimes, le contrôle, ça n'a pas fonctionné et ils cherchent beaucoup autre chose. Ils savent pas Hmm. exactement ce qu'ils vont trouver tu vois, dans mon cabinet ou mes collègues qui font la même chose, mais ils sont certains de vouloir autre chose. Donc, ils sont aussi dans l'hyper-contrôle, c'est-à-dire que eux aussi expriment le fait que bah, parfois, ils se disent, oh, j'aimerais manger du chocolat, mais je ne le mange pas parce que je vais prendre du poids. Ils ont cette même logique mentale, en tout Oui. cas. Ceux que je vois, en tout cas, oui. Ouais, ok. Comment tu mets en place, alors tu disais que tu travailles aussi en psychiatrie, du coup, parce il y a aussi des messages un peu virulents sur les réseaux sur le dire attention, l'alimentation intuitive n'est pas adaptée aux troubles des conduites alimentaires, donc ce qu'on appelle les TCA. Est-ce que toi, en psychiatrie, c'est une population que tu accueilles et que tu suis? Sinon, quel type de patients tu accompagnes? Et comment ça se passe globalement? Parce que du coup, tu fais face à un problème psychiatrique, du coup, associé à une problématique alimentaire. Voilà, globalement, comment ça se passe? On va dire il va y avoir deux problématiques différentes. Tu as ceux qui ont des crises de boulimie ou d'hyperphagie Oui. boulimique, ok, Mhm. et l'alimentation intuitive ou l'approche du gros, c'est tout à fait adapté. Après, il y a des D'accord. petites adaptations, c'est complètement adapté. Pour l'anorexie mentale, tu vas pas avoir d'outils spécifiques. Cependant, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que tu vas pas leur transmettre des croyances que moi j'avais avant de faire la formation du gros, j'avais des croyances. Je pensais que ce qui était gras, ça faisait grossir, que Mhm. manger des féculents le soir, ça faisait grossir. Enfin, tu vois, c'est trop fort. Moi, j'avais Mhm. ces croyances-là en tout cas, qui m'avaient été transmises dans le BTS, dans la formation de base. Et là, du coup, tu vas plus transmettre ça. Donc, tu vas pouvoir travailler autrement. Donc, il y a des protocoles, il peut y avoir des renutritions qui sont nécessaires. Euh, mais au moins, il n'y aura pas cette transmission de croyances sur l'alimentation. Mhm. Et c'est des profils que tu rencontres, toi, en clinique? Oui, oui, oui. D'accord. Et ça fonctionne. Oui, alors pas toujours, hein, c'est pas du 100%, mais oui, on arrive par des leviers différents, enfin, surtout pour tout ce qui est hyperphagique, boulimique et boulimique. Mhm. Ah, c'est vraiment très efficace. En fait, tu Mhm. viens lever le contrôle mental pour basculer sur un contrôle interne. Et là, en fait, ça peut faire disparaître soit complètement les compulsions alimentaires, soit une partie. Parce que souvent, ce qui est associé, et surtout quand ils sont hospitalisés, sont des compulsions qui ne sont pas en lien avec le contrôle mental, mais plutôt en lien avec des traumas et un besoin de Mhm. s'anesthésier. Tu vois, tu viens manger Mhm. énormément pour t'anesthésier, voire même pour te dissocier. Donc Mhm. ça, c'est vraiment un travail à faire en psychothérapie. Mhm. Et la part des diètes, c'est d'enlever le contrôle mental pour basculer sur le contrôle interne. Ouais. Ça prend combien de temps, Marie-Laure, de changer ce contrôle mental? C'est long, c'est rapide, c'est court? Comment ça se passe? Il y a de tout. C'est Ouais. bluffant parfois en une consultation, tu peux vraiment Oui, faire le balayer déclic. exactement. Et puis pour certaines personnes, voilà, ça va être plus long en moyenne, hein, c'est quand même plusieurs mois, peut-être même Mmh. une année, Mmh. pour vraiment pour les troubles alimentaires les plus sévères, en tout cas, Mmh. oui, c'est au moins une année, voire plus. Et sinon, bah, ça peut être vraiment très rapide. Ça dépend, Mmh. c'est vraiment en fonction du patient. Et les gens viennent te voir parce que alors je sais pas comment tu affiches, ta casquette de diététicienne, en alimentation intuitive. D'ailleurs, je sais pas comment on qualifie, du coup, c'est les diètes, qui sont spécialisées là. Les gens viennent vraiment te voir pour ça ou bah, ils viennent voir une diététicienne et puis, bah, par chance, ils tombent sur un modèle qui leur convient mieux?
C'est gentil. Parfois, ils sont un peu déçus, mais parce qu'ils voulaient vraiment beaucoup de contrôle. Bon, Ah c'est oui, plutôt rare. C'est quand même vraiment, vraiment à la marge. ouais, Allez, on va dire, dans 90% des cas, ils viennent pour autre chose, même comme je te disais tout à l'heure, ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont trouver, ouais, mais c'est sûr, ils veulent autre chose. ouais, Et pour l'autre pourcentage, c'était un peu le hasard parce qu'ils habitent dans ma rue ou vraiment pas ouais. très loin, quoi. Oui, c'est encore pas une pratique très connue. Malheureusement, nous, les diététiciens, on souffre Mm. beaucoup de cette image de on est là pour faire maigrir les gens avec des régimes restrictifs, le yaourt 0%, les carottes vapeur. Ça nous colle vraiment à la peau et c'est vrai que bah, du coup, ton approche, elle peut paraître, elle peut même déstabiliser, voire paraître même un peu surprenant de se dire, bah, je vais voir une diététicienne qui va me dire que finalement, je peux manger ce que je veux. Il faut juste que voilà, je sois à l'écoute de mes sensations. Et c'est vrai que la société ne nous aide pas à écouter notre sensation, hein. Regarder la télé, on mange devant notre téléphone, on est dans le stress constamment. Et du coup, ça m'amène mon autre question. Comment, puisqu'on sait que l'alimentation, c'est un facteur, on va dire, de la santé, manger, c'est un facteur de notre santé. Comment notre environnement stressant, parce qu'on est quand même, je pense pour la plupart, quand même stressé de par notre activité de travail, de par notre vie où on court à 100 à l'heure tout le temps, comment tu intègres aussi le volet stress, le volet anxiété, le volet charge mentale, enfin, ce que beaucoup vivent au quotidien. Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que tu as complété ta formation de diététicienne avec d'autres cordes à ton arc? Voilà, juste sur cette partie-là, comment tu fais? C'est vrai que c'est une question intéressante. En fait, le mangeur, quoi qu'il arrive, quel que soit son environnement, quel que soit son contexte, il a toujours à son service les sensations de faim et de rassasiement, tu vois, pour toujours réguler le poids, l'état nutritionnel et aussi, bien sûr, le volet émotionnel. Donc là, c'est sur le champ des émotions et Mm. on va les aider à accueillir tous ces moments où ils vont avoir besoin de manger dans un contexte différent, où ils vont être plus soumis au stress. Le travail va être de normaliser les envies de manger émotionnelles parce que quand tu manges ce qui te fait vraiment envie, d'ailleurs tu disais tout à l'heure, euh, ils vont pouvoir manger ce qu'ils veulent, c'est pas qu'ils vont pouvoir, ils vont devoir manger ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que tu vas vraiment encore plus loin, c'est-à-dire je vais leur demander de prendre le temps de bien chercher ce qui leur fait vraiment envie. Ce qui est fait exprès, parce que comme ça, voilà, Mm. ça les oblige à sélectionner et Mm. du coup, ça les fait manger moins. Tu vois, tu viens de te Mm. débarrasser de tous les il faut, je dois. Mm. Et pour reboucler sur l'équilibre nutritionnel, en fait, tu pourras pas manger tous les jours du couscous, comme tu pourras pas manger tous les jours de la moussaka. Mm. Tu pourras pas tous les jours manger du chocolat à la place de ton repas le midi. Donc, de toute façon, ça va tourner. Pour revenir à ta question sur les envies de manger émotionnelles qui sont en lien avec le stress, bah, à ce moment-là, l'idée, c'est un peu comme, voilà, comme la météo. Bah, quand il pleut, quand il y a de la tempête, l'idée, bah, c'est de se couvrir, c'est de mettre un manteau adapté, des bottes, d'ouvrir le parapluie et d'attendre en fait que ça passe parce que ça passera toujours. Donc, dans le comportement alimentaire, l'idée, c'est vraiment le plus possible d'accueillir toutes les envies de manger émotionnelles en répondant à ces envies, tu vas pas manger tant que ça, en fait. Alors peut-être Mm. souvent toute la journée des aliments qui vont être gras, sucrés, salés, parce que quand tu as une envie de manger émotionnelle, c'est toujours des aliments riches, parce que seuls les aliments riches peuvent allumer le circuit de la récompense dans le cas des émotions. Donc jusque-là, tout est normal. On ne peut pas Oui, se tu vas pas manger des réconforter. brocolis parce que tu es pas bien. Tu as vraiment envie de Exactement, manger quelque chose de c'est gras ça. ou salé ou sucré, quoi. Exactement. Alors même que tu adores peut-être les brocolis, mais Oui. tu adoreras en manger quand tu auras faim et que tu auras un besoin nutritionnel de brocoli. Mais quand il y a un besoin émotionnel, c'est toujours gras, sucré Mm. ou salé. Ça, c'est une norme. Mm. Et quand tu viens normaliser ça, du coup, bah, tu manges pas tant que ça. Alors on demande aux gens de se poser, de déguster. On peut faire des exercices de Mm. dégustation. Et ensuite, tu vas leur demander soit d'attendre d'avoir vraiment faim pour remanger. Donc, si par exemple tu manges du chocolat dans l'après-midi et que tu n'as pas faim au dîner, bah, il n'y a pas besoin de faire de dîner si tu n'as pas faim. Ça, Et c'est vrai que c'est si, une croyance encore, hein, de dire il faut manger trois repas par jour. Il faut. Bon, après, c'est aussi je dirais, le contexte social qui fait qu'on mange avec la famille, etc. Mais c'est vrai que de se exactement. dire je peux ne pas manger parce que j'ai pas faim, c'est pas forcément quelque chose qui est habituel.
Oui, c'est ça. Donc, on vient de déconstruire un tas de choses, hein. Tu as raison de souligner ça parce on peut me dire, bah oui, mais attendez, moi, le soir, j'ai envie de manger avec ma famille. Mm. En fait, on trouve des arrangements. L'idée, c'est de placer le curseur au bon endroit pour chaque personne en les ramenant toujours. Bah, quand vous remettez du contrôle, quand vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, comment ça se passe pour vous? Donc, de toute façon, on va les pousser au changement, à leur rythme évidemment, mais Mm. l'idée, c'est de faire autrement que d'habitude. Parce que Mm. sinon, tu es un peu comme, tu vois, quand tu es face à ta télé, que tu veux changer de chaîne et que ça marche pas, tu fais quoi? Bah, tu piques plus fort jusqu'à ce que tu dises, bon, ok, c'est bon, allez, je retourne, j'enlève les piles. Bah, en fait, là, c'est la même chose. Je les renvoie toujours à ça. Mm. Si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat. Donc, Mm. je vous propose un truc bizarre, un truc différent, un truc qui leur paraît très difficile, mais c'est fait exprès, c'est pour qu'ils obtiennent un résultat différent. Mm. Et du coup, j'aime bien quand tu dis, je leur dis d'accueillir l'émotion et d'accueillir le Ouais. fait qu'ils vont manger quelque chose de gras et de sucré. Euh, tu prends pas forcément la, la stratégie de leur dire, bah, quand vous êtes dans un état de stress ou dans un état d'émotion peut-être de trouver une autre alternative que l'alimentation. Par exemple, d'aller faire, je sais pas, aller courir 10 minutes ou marcher Oui. 10 minutes dehors pour vous aérer, ou vous faites, je sais pas, de la méditation, faites de la sophro, enfin, ou lisez un bouquin. Toi, tu es plutôt de dire, il faut plutôt accueillir l'émotion parce que c'est le besoin ressenti par le corps. Ou est-ce que ça t'arrive aussi de dire, bah, oui, essayer de ne pas toujours à ce que ce soit l'alimentation qui vienne Oui. éponger l'émotion du moment, quoi. Ils vont me poser exactement la même question. Alors, du coup, si tu veux bien, je vais te dire ce que je leur dis à ce moment-là. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as une activité que tu aimes bien faire, comme, je sais pas, aller te promener dans la nature ou Moi, courir? j'adore courir. T'adores Et ça- courir, ok. Et ouais. est-ce que tu aimes manger? Bah oui. Ouais, ok. Et je sais pas, t'aimes le chocolat, t'aimes le fromage, qu'est-ce que tu aimes Eh ben, manger? alors, c'est rigolo, mais en fonction de mon moment, ça va être plus fromage ou plus chocolat. Mon envie va être très liée à mon envie du moment. Ok, ça marche. Imagine que là, tu as vraiment une très forte envie d'aller courir. Tu mets tes baskets, tu mets ta tenue, déjà tu te projettes, tout le bien-être que tu vas avoir, et puis après tout ce que tu vas ressentir derrière. Et là, moi, j'arrive et je dis, non, 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 interdit. C'est pas bien d'aller courir maintenant. Tu te rassois, Aline, s'il te plaît, et je t'amène ton chocolat préféré ou ton fromage préféré, j'amène les deux, et je te demande à la place de manger du chocolat ou du fromage. Est-ce que, honnêtement, hein, est-ce que tu auras le même plaisir que d'aller courir? Bah, déjà, je serais frustrée que tu me dises non. Voilà. Oui, non, m'imposer quelque chose que j'ai pas envie, non, oui, je serais pas, ça me ferait pas forcément plaisir. Ouais. Alors que tu aimes ça, le chocolat, tu aimes Ah ça, oui, tu aimes j'aime le ça, fromage. mais Ok, j'avais mais pas décidé là, à ce moment-là de manger du chocolat. exactement. Bon, Mm. bah, on fait l'inverse. Tout d'un coup, tu as une envie de manger du chocolat ou du fromage, tu vois, tu le visualises, déjà tu es en train de Mm. saliver, puis tu vas le chercher, tu te prépares, et là, moi, j'arrive. Non, Aline, écoute, Va courir. ouais, franchement, va courir. Ouais, Est-ce que tu auras le même plaisir? Je parle ouais, de non, c'est plaisir, vrai. hein. Alors, Mm. il peut y avoir le plaisir de mettre du contrôle, le plaisir de se mettre en sécurité, tu vois, le plaisir de la maîtrise, hein. Ça, c'est vrai. Mm. Mm. Cependant, vraiment l'activité en elle-même, est-ce que tu auras le même plaisir Mm. que de manger ton chocolat ou ton fromage? Mm. Et tu cherches quand même à. Parce que là, tu es plus dans la conséquence. Est-ce que tu cherches Enfin, j'imagine que oui, mais est-ce que tu cherches la cause du coup du stress, la cause de l'envie, de cette pulsion de manger? Parce que au-delà de l'hyper-contrôle, on sait qui est nocive, on l'a bien compris, enfin nocive, en tout cas qui est pas bonne pour soi, parce qu'on est dans l'hyper-contrôle. Est-ce que voilà, tu aides aussi le patient à aller chercher la cause de ces pulsions et de cette envie indéniable de toujours manger du gras et du sucre? Parce que c'est ça aussi qui est nocif pour le corps, c'est d'être toujours dans l'émotion négative et du coup d'être toujours dans la recherche de la compensation. Potentiellement, secondairement, vraiment secondairement, parce que avant, on travaillait avec les colonnes de Beck, tu vois, ce psychologue, à voir quelle est l'émotion qu'il y a eu avant, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la conséquence. Ça n'enlève pas du tout les compulsions alimentaires. Ah oui, d'accord. Donc l'idée, c'est vraiment pas forcément.
ça peut avoir un intérêt d'aller chercher la cause de l'émotion, hein, c'est pas la Mm. question. Mais si tu veux travailler exclusivement sur le comportement alimentaire, l'idée, c'est vraiment de répondre à une envie de manger émotionnelle de manière adaptée. Et souvent, ce qui émerge, c'est que les gens découvrent qu'ils ont des envies de manger plutôt automatiques. Mais Ouais. réellement, s'ils se posent la question, de quoi j'ai vraiment envie de manger? Parce que moi, je leur dis, vous allez devoir manger ce qui vous fait le plus envie, hein, quand il y a une envie de manger émotionnelle. Et en fait, parfois, peut-être, on va dire la moitié du temps, c'est plus automatique. Mm. Tu vois, bon, en fait, non, c'est plus que, parce que chaque fois que je vais pas bien, je mange du chocolat. En fait, là, tout de suite, maintenant, si je me pose vraiment la question, j'en ai pas envie. Donc, ça, ok, ça, on peut l'enlever, on peut le travailler. Par contre, s'il y a une envie de manger du chocolat, là, il s'agit d'y répondre. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher la cause de l'émotion. Ça peut être un travail complémentaire, hein, mais sinon, pour Mm. travailler le comportement alimentaire, ce n'est pas nécessaire. Et du coup, pour répondre à ta question précédente, donc non, bien sûr, je ne leur dis jamais d'éviter d'être dans une stratégie d'évitement, c'est-à-dire d'aller courir ou téléphoner à une Mm. amie ou dire jamais je ne leur dirai ça parce Au que c'est le contraire, meilleur moyen. tu Ouais, recrées, tu recrées une exactement. autre. Je vais leur demander même d'y répondre de manière inconditionnelle. S'il y a une envie de manger émotionnel, il va falloir qu'ils y répondent. Vraiment, Mm. c'est une consigne. Mais de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire au moment où ils le font. Exactement. Je vais leur demander de se poser, de s'installer, de déguster le plus possible. Après, ça se travaille parce que Oui. là, tout ça, c'est facile à dire, hein. Mais il va être utile de décomposer parfois pour certaines personnes Mm. qui vont Mm. avoir un comportement plutôt compulsif. Mm. Cette approche, elle est, ou tu l'as peut-être fait que pour l'adulte, mais est-ce qu'elle est entendable? Est-ce qu'il y a un âge pour le faire? Est-ce que, par exemple, tu le déconseillerais, par exemple, pour des enfants de 10, 12 ans? Au contraire, c'est plutôt, intéressant? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a une «règle» entre guillemets d'âge par rapport à cette approche? Non, il n'y a pas de règle d'âge et c'est encore plus facile avec les enfants et les ados parce que tu vois, ils sont moins imprégnés de toutes ces règles diététiques. La plus grosse difficulté des enfants et des ados, c'est qu'ils ont des parents qui eux-mêmes ont des Ouais. croyances, ont des peurs en fait. Ils veulent juste prendre soin de leurs enfants. Tu vois, quand ils les amènent en consultation, ce sont juste de bons parents qui veulent juste bien faire, mais qui peuvent voilà, mettre beaucoup de contrôle. Eux-mêmes ont Mmh. des croyances, ont semé la petite graine dans le cerveau de leur enfant, comme quoi le chocolat, c'était vraiment le pire truc qui faisait grossir, le beurre, la Mmh. crème, le fromage. Donc déconstruire ces choses-là chez les enfants, c'est relativement facile. Mmh. Mais du coup, Et on bascule souvent sur une consultation pour les parents. oui, oh bah, oui, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et du coup, comment tes patients, une fois qu'ils ont, bien, appris, qu'ils ont, chassé leurs croyances, enfin chassé, en tout cas, retravaillé leurs croyances, comment ils interagissent du coup dans notre environnement, notre société où on est malgré tout encore, dans, le contrôle, les injonctions, le chocolat Ouais. fait grossir, enfin on entend tout son contraire. Comment ils vivent du coup Hmm. après, dans cette société, dans cet environnement, après avoir changé de mentalité? Ouais. C'est une question fondamentale parce qu'une fois que tu as travaillé tout ça, ben en Ouais, fait, tu peux tout casser, c'est ça, leur plus grand ennemi, ça va être leur environnement, que ce soit Mmh. la famille, les amis, les collègues. Tout le corps médical et paramédical, il suffit qu'ils aillent voir leur médecin ou leur kiné ou une infirmière. Et là, à ce moment-là, il va y avoir peut-être des injonctions, des conseils qui vont être donnés Mmh. et qui vont potentiellement les fragiliser et les Mmh. déstabiliser. Donc ça se prépare. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas juste: «Vous êtes arrivé, bravo madame, bravo monsieur», c'est: «Je vais vous accompagner aussi à travailler votre mindset pour, justement, ne pas retomber dans les dérives de, ce qu'on entend le plus souvent, quoi». Exactement. Mmh. Bon, on va essentiellement travailler l'affirmation de soi, tu vois, pour Ouais. voilà, travailler aussi l'autostigmatisation, se mettre à Mmh. distance de la stigmatisation, en tout cas se mettre à distance des émotions qu'ils vont pouvoir ressentir malheureusement quand il va y avoir de la stigmatisation. Mais l'idée, c'est qu'ils ne s'auto-stigmatisent plus, quoi, Ouais. déjà. Ouais. Mmh. Comme quoi on a un gros travail encore à faire dans notre société, là-dessus. Mm. Ouais. Dernière question, parce que je vois que Mhm. l'heure, arrive à sa fin. Tu nous as parlé d'hypnose, comment voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
concrètement ce que c'est, comment tu l'utilises, pourquoi tu l'utilises. Mm. Et voilà, et on finira sur cette question. Alors, pardon, je l'utilise pour le moment essentiellement à ancrer des réussites. C'est-à-dire, tu vois, D'accord. si par exemple quelqu'un me dit, bah, écoutez, la dernière fois, c'était fabuleux. Je me suis arrêtée de manger quand j'avais plus envie, j'en ai laissé dans l'assiette. Tu vois, quelqu'un pour qui c'est difficile de ressentir ça. Ben, je vais prendre cet événement-là, je vais le faire rentrer dans la transe hypnotique, comme on dit. Je vais lui faire revivre ça, et puis dans le corps, et mettre des suggestions pour que ça se reproduise plus souvent. Qu'il aille rechercher cette satisfaction plus que d'aller Exactement. chercher finalement ce qui lui apportait du malheur, enfin de la De contrainte en fait l'inconfort, jusque-là. ouais, ouais, exactement. Ou alors, ça peut être se projeter dans une réussite qui n'est pas encore arrivée. Ah oui. Voilà, Alors, ce c'est sont... rigolo ce que tu dis quand tu dis réussir à en laisser dans l'assiette. C'est dit comme ça, on pourrait se dire qu'effectivement, ça paraît banal, mais pour bon nombre de gens, effectivement, c'est de finir son assiette, de ne pas jeter. C'est aussi c'est de la culture, enfin, c'est de l'éducation finalement qu'on a eu Mm. nos propres parents ou de ce qu'on nous a enseigné. Et ça, je- je- j'allais dire que c'est drôle, mais non, c'est pas drôle parce que finalement, on voit toute la détresse qu'ont les gens finalement au Mm. quotidien quand ils sont face à leur assiette, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ça se travaille, hein. Très souvent, la problématique se présente. Hmm. Ben, en tout cas, Marie-Laure, merci parce qu'on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures. C'est hyper passionnant en tout cas. Je te souhaite une belle continuation dans l'accompagnement de tes patients, à la fois en psychiatrie et à ton cabinet. Et puis tes formations sont passionnantes. Tu veux peut-être dire deux mots sur tes formations, ce que tu proposes et peut-être des diététiciens, des professionnels de santé qui nous écouteraient, à qui ça se destine, tes formations? Ouais, donc diététiciens, paramédicaux, médecins, psychologues. Donc il y a le gros qui dispense une grosse formation pour le coup, hein. Oui. Le gros, c'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Je travaille aussi pour l'ISA, c'est l'Institut supérieur de l'alimentation qui est à Paris, mais qui dispense aussi des formations pour les centres hospitaliers. Il y a Progress Santé aussi pour les jeunes diététiciens. Et puis l'OCNAM. Donc les thèmes, c'est alimentation intuitive, psychiatrie et thérapie ACT. Très Voilà, bien. donc tous les soignants peuvent se former à ces formations-là. Ouais. Des sujets passionnants. Et Mhm. j'invite les professionnels à se former pour changer effectivement peut-être un peu dans les pratiques, en tout cas. Merci Marie-Laure. Et puis je souhaiterais à tout le monde un bon visionnage de ce temps d'interview qui est vraiment passionnant. Merci à toi Marie-Laure. Merci beaucoup, Aline. À bientôt et bonne continuation. Merci. Au revoir.